Le premier mois de Hadar, le premier jour de Hadar, nous dit le texte de du Shulchan Aruch, qui est tiré de la Gemara, Mishenichnas Hadar Marbin Besimcha. À partir du moment où on commence, on rentre dans Hadar, alors Marbin Besimcha, on démultiplie la joie. On va nous faire un cours sur la joie pour comprendre c'est quoi la joie. Et d'entrée de jeu, je voudrais juste vous avertir qu'en fait j'essaierai de coiffer le maximum de synonymes de la joie. Donc c'est vrai que dans le Lashon HaKodesh, il existe plusieurs termes pour exprimer les sentiments positifs. Gila, Ditsa, Rina, Simcha, Sasson. Et s'il y a une telle foultitude de termes, dans une langue qui est à la base extrêmement pauvre, la langue Lashon HaKodesh est extrêmement pauvre, avec 200 mots on peut parfaitement naviguer en Israël, alors qu'avec 200 mots en anglais, on peut faire grand chose. Ouais, pareil en allemand, pareil en russe. Comme si je connaissais le russe. Je suppose comme ça tout le monde se sert. N'hésitez pas. C'est pas genre surprise de Tantal, là non. Méthodologie. Quelqu'un a pris un pad thai qu'il n'a pas commandé. Nous, deux, on a pris un pad thai, deux, on l'a commandé. Vous avez deux pad thai. Alors, il y a le troisième, il est où? Tu as commandé pad thai? Moi, j'ai commandé le menu 8. Menu 8? Ah, alors ça ne doit pas être pad thai. Menu 8, c'est quoi le menu 8? C'est marqué là-bas sur papier. C'est marqué sur papier. Ouais, alors c'est dans le pad thai là. Et le babadi. C'est Bevadi et Non, mais moi j'ai pas l'image. Non, on va faire un ulpan la prochaine fois. Un ulpan des menus. Ah ouais. Merci Miguel. Il y a plein de boissons qui restent, n'hésitez pas. Ah, il est là aussi. Ça va arriver. Détente. Donc vous avez compris, la Lashon HaKodesh est une langue extrêmement pauvre. Et s'il y a certains registres qui sont hyper représentés, comme la Tfila, il y a 10 les chenotes de Tfila. Quelqu'un a pris un peu de basilic qu'il n'a pas commandé? Il y a Bob Basile. Il y a poulet caramélisé. Là, oui, il y en a plusieurs. Après tant pis, s'il reste, toi, non, elle a commandé un peu de Ah. basilic, la dame, et là, il est déjà pris. Mais j'imagine que c'est à quelqu'un. Normalement, Bœuf Basilic, c'est Anna Mimoun, Jérémy Sidbon et Serge Cohen. Il y en a 3. Vous êtes qui? Tu m'as envoyé un message, j'ai pas. Tu m'as envoyé un message, j'ai pas capté. J'ai pas le Comment? Le 8, t'as dit, hein. Anna Mimoun, Jérémy Sidbon, Serge Cohen. Bœuf Basilic ricantonné. Non, Il y en a qui c'est avaient pas basilic. Ah, d'accord. Mais il est pas. C'est Anna Mimoun, c'est Anna Anna Mimoun. Mimoun. Alors, c'est qui le troisième qui a pris? Jérémy Sidbon, C'est bon, c'est moi. Serge Cohen. Pardon. Merci là. On y arrive. Great, alors vous avez compris, la langue de la Torah, la langue de Torah est une langue extrêmement pauvre. Et s'il existe certains registres qui sont surreprésentés, c'est qu'en fait ils traduisent l'âme du peuple. Je m'explique. Tu vois, en fait, dans une langue extrêmement pauvre, il y a 10 vocables pour parler de la tfila. Donc il y a 10 synonymes de la tfila, ça veut dire qu'en fait, le peuple juif se caractérise comme étant un être priant. Alors, regardez ce qu'ont fait les otages qui étaient des personnes qui n'avaient pas une once de lien avec la Torah et avec la Tfila et avec le Shema Israël, ont sécrété par eux-mêmes un besoin de créer du lien avec le Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que leur âme s'est mise d'un coup à vibrer. Ça, c'est typiquement classique auprès du Klal Israël. Et dans le même ordre d'idées, s'il existe tellement de vocables qui parlent de la joie, Simcha, Sasson, Gila, Ditsa, Chedva, ouais, ça veut dire qu'en fait le peuple juif est fondamentalement un peuple extrêmement heureux. Et ça dure tellement avec l'histoire qu'on a subie que
on a ici une clé très intéressante à comprendre. Comment se fait-il qu'on ait tellement cette joie de vivre? Donc on va essayer d'évoquer ça. Donc, on va parler de Simcha, on va essayer d'élargir à tous les synonymes que j'ai marqués ici. Bonheur, joie, sérénité, émotion positive, euphorie, jouissance, extase, contentement. Tout ça, c'est la même gamme pour l'instant. Ouais. On pourrait pénétrer un petit peu les subtilités du Malbim qui va donner une définition extrêmement claire pour chacun. Mais là, je veux exprès m'occuper un petit peu de ce qu'on pourrait appeler le bonheur. Ça, c'est donc le premier précision. Deuxième précision. Comprenez bien que cette phrase du Shulchan Aruch, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, au rang d'Adar, on se met à multiplier la joie, qui est le pendant du mois de Av, ou Mishenichnas Av. Mais Maïtim, lorsque le mois de Av arrive, on diminue la joie. Il y a même des halachot là-dessus. C'est qu'en fait, on ne se marie pas. Vous avez remarqué qu'il n'y a jamais de mariage à partir de Rosh Chodesh Av, même avant, hein, il y en a qui font même avant. Mais en tout cas, au moins à partir de normalement 17 Tammuz, on arrête de faire les mariages. Le Shulchan Aruch stipule que si tu as un procès à faire avec un non-juif, tu n'as pas intérêt à le faire pendant le mois d'Av parce que sinon, à tous les coups, tu n'auras pas le vent en poupe. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des halachot par rapport à ça. Donc le pendant de ça, c'est la joie de Hadar. Évidemment, première question, comment veux-tu multiplier la joie? La joie n'est pas sur commande. Ouais. Limiter les occasions de joie, je peux, mais c'est quoi multiplier la joie? Pas appuyer sur un bouton, ça c'est la première remarque. Deuxième chose, le mois d'Adar est marqué évidemment par ce point culminant au niveau du sommet, lorsque la lune est pleine, le 15 Adar, le 14 Adar, 15 Adar, qui marque le jour de Purim. Et finalement, la joie de Purim va se déverser sur tout le mois. Mais la joie de quoi? C'est la joie de quoi? C'est la joie d'un peuple juif qui a frôlé l'extermination totale, le premier génocide de l'époque, créé et mis en place par le tandem Assuérus-Aman en moins 518 avant Jésus. On était donc dans un royaume gigantesque de Assuérus. Et solution finale proposée, contrairement à Hitler, Hitler ne comptait pas s'occuper des Juifs des États-Unis, il voulait s'occuper des Juifs d'Europe. Là, ce décret concerne tous les Juifs du monde entier, 127 provinces, depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Inde, donc on a le monde entier qui est concerné. Et bien au Krachem, on y a échappé, grâce à deux acteurs principaux, Esther et Mordechai, et donc la Yehudim Aïta Ora, Vesimcha, Vesasson, on est hyper heureux. Est-ce à dire que la joie dans le judaïsme se définit par rapport à être des rescapés d'un génocide? C'est ça en fait la joie. Finalement, en histoire juive, c'est quoi? Les goïms, certains goïms se sont levés, ils ont voulu nous tuer, on a réussi à s'en sortir, venez on fait une séouda. Là vous avez toutes les milliers d'années, c'est fou. Et quand bien même on a échappé à ce génocide, alors il y en a qui nous ont pas loupé. Ouais. Qu'il s'agisse de Titus, et qu'il s'agisse de Torquemada, et qu'il s'agisse de tous les pogroms en Russie, un peu partout dans le monde, et qu'il s'agisse de Hitler qui nous a pas loupé non plus, et qu'il s'agisse du 7 octobre où ils nous ont pas loupé non plus. Ça veut dire que finalement, c'est quoi l'histoire juive? Comment veux-tu déclencher un rapport de simcha dans ton existence alors que tu passes ta vie à te faire démolir, à te faire interdire de partout? Ouais, et je rappelle des fois, c'est intéressant, on se sent toujours un petit peu en sécurité par rapport aux États-Unis. Les gens oublient que dans les années 50 aux États-Unis, les Juifs n'avaient absolument pas accès à l'université en médecine. Il y avait une seule branche qu'on leur a laissée, ouais, la psychiatrie. Alors, je ne sais pas pourquoi tous les psychiatres, les plus grands psychiatres sont des juifs. Il y avait une voie, ils l'ont prise, ils ont fait une niche, ouais. Mais il faut comprendre que c'est complexe le monde, hein. Même les Américains qui sont les États amis, blabla, eh bien il y avait peut-être le WASP, White Anglo-Saxon Protestant, il y avait un racisme extrêmement fort qui se déroulait aussi, enfin qui débordait même en antisémitisme aux États-Unis. Ouais. Ouais, une question, ouais. Justement, on parlait de la joie. Il y a un commandement, Simchat Torah, la joie à la fête de la Torah, en fait, quand on fait. Ouais, on peut poser, mais là c'est un mois entier. Il y a une Simchat Torah de sortir les Simchat Torah, on est content d'avoir reçu la Torah. Mais la Mishnah Tadaba, on parle ici de la Simchat d'un peuple entier. Comment on s'arrange avec tout ce qui se passe? Et si je rajoute un petit peu ce qui s'est passé récemment, ça complique un peu plus l'équation. Troisième remarque, excusez-moi.
c'est que qu'on le veuille ou pas, la dépression est la maladie du 21e siècle. Ouais. La maladie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient massacrer toutes les démocraties modernes, toutes les sociétés qui sont développées. C'est assez affolant, j'avais marqué des chiffres à l'époque, qui sont certainement pires qu'aujourd'hui. Par rapport aux années 60, il y a 10 fois plus de dépressifs aux États-Unis que dans les années 60. L'âge moyen des premiers symptômes de dépression, à l'époque c'était 29 ans, on est passé aujourd'hui à 14 ans et demi. J'ai fait cours hier à des pharmaciens qui m'ont dit en fait qu'ils ont mis en place dans la pharmacie, c'est remboursé par la Sécu, ça coûte 30 €, une sorte de questionnaire. Vous rentrez dans la pharmacie, ils vous posent une sorte de petit bilan. Comment ça va, vous dormez bien, tout se passe bien, l'alimentation, une sorte de questionnaire de santé, ouais, qui coûte 30 €, remboursé par la Sécu, au Hachem, qui rime avec Cocorico. Ouais, donc, et il m'a dit, donc c'est un bonhomme qui gère beaucoup de pharmacies, au Hachem, il m'a dit que 70% des tests nous montrent que c'est des gens, et ils le font, hein, on les oriente chez des psychiatres. Faut les consulter, monsieur, madame, faut les consulter, ouais. Alors moi je lui dis que j'avais vu un reportage, j'avais entendu sur France Info un reportage qui disait en fait qu'il y a un Français sur trois qui serait susceptible de devoir consommer du Prozac, antidépresseur, ouais. 1 sur 3, pardon? J'entends pas. En France, dans le monde, France est le number one consumer. Oui, alors on est 4 fois plus puissant que tous les pays de la CE. Donc le taux en France, il est 4 fois plus grand que tous les autres pays de la CE, ouais. On est les top, donc on a l'arme nucléaire, mais en même temps, on a l'autodestruction psychologique, ouais. Donc ça c'est, si vous voulez, le constat. Ça veut dire que la notion de bonheur, la notion de joie est une notion qui nous touche d'autant plus. Il y a un enjeu énorme, ouais. Et si je vois qu'il y a un tel pourcentage, ça veut dire que la plupart des gens s'en sortent pas. Quand mon ami, enfin mon élève m'a dit qu'il a 70%, il a des statistiques, le bonhomme c'est un pharmacien, 70% de gens qu'il oriente, c'est la folie, quoi. C'est la folie, ouais. C'est la folie, donc il y a vraiment quelque chose à explorer. Ouais. Et enfin, dernier, alors, juste du côté des psys, ils veulent dire qu'au niveau le bonheur, en fait, serait, alors, un facteur héréditaire. Ouais, il y a des gens qui ont la cipra dans le sang. Tunisiens, levez-vous. Il y a la notion d'habitus, ça veut dire c'est le contexte dans lequel je me trouve dans la vie, et 50% un travail personnel. On va essayer de montrer en fait que, aux yeux de la Torah, le bonheur c'est 100% un travail personnel. Il y a des circonstances exténuantes évidemment, c'est pas spécialement sympathique de naître dans un foyer de gens déprimés, mais comment dire, on a tous ces chances. On avait reçu il y a très longtemps, ma femme avait fait, s'était inscrite donc pour le BAFA ou le BFD, je ne sais plus exactement, donc pour le truc d'animation. Et il y avait dans le groupe c'était assez fascinant, il y avait 2 garçons qui s'étaient inscrits aussi. Elle a fait tardivement, elle avait déjà je ne sais pas quel âge, et les 2 garçons avaient 17 ans. Et ils venaient de la DAS juive qui s'appelle Lozé. Ouais, Lozé. 2 garçons, et alors, donc, pendant une semaine, ils étaient ensemble pour apprendre toute la notion de, enfin, ce qu'impose ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Et donc, c'était des enfants juifs, mais pas du tout impliqués. Et ma femme a, bon, je me rappelle, donc ça fait au moins, c'était en 2010 peut-être, ma femme a vraiment insisté pour les avoir Shabbat. Ils sont venus Shabbat, ils sont venus pendant Shabbat, ouais. On les a reçus. Et on s'est particulièrement lié à un des eux, pour vous dire à quel point ils étaient loin. Il y en a un qui est sorti un moment, ouais, qui est allé dehors, dans le jardin, pour les fumer. Ouais, parce que, bon. Donc, évidemment, on va pas commencer à jouer les... pas du tout, bref. Donc, on s'est beaucoup lié avec un des 2 garçons. Et qui, en fait, il dit, moi, dans ma vie, Lozé m'a sauvé. Pourquoi? En fait, parce que sa mère était poivreau, je ne sais pas si on dit poivreau ou poivrote. Son père alcoolo, ouais. Son père toxicomane. Il a passé sa jeunesse à aller rechercher sa mère sous les ponts de Paris pour la ramener à la maison. Il avait un frère aîné qui était aussi toxicomane. Alors, c'est une histoire incroyable. Incroyable ce garçon. Donc on s'est beaucoup liés, il est devenu de plus en plus religieux, on lui a trouvé un boulot. Alors, il faisait que des petits boulots le pauvre, il faisait pas de tout.
Et puis il était allé à Yeshiva. Et c'est une histoire assez incroyable, hein, vraiment incroyable. Vous avez certainement été touché par cette histoire parce qu'en fait, il était allé à Yeshiva, il a fait un shidour et il appelle ma femme en lui disant voilà, j'ai reçu une bonne nouvelle, je vais me marier telle date et telle date, je compte vraiment sur votre présence. Le pauvre, il a dit mais j'ai que 4 munitions. En fait, il avait de quoi payer que 4 invités. Pas 5, son père, sa mère, son frère et nous deux. Tellement il était proche. Tellement il était vraiment le pauvre. Bon. Donc, alors, et il nous a dit, il a appelé ma femme et lui disait est-ce que tu pourrais me faire des shea brachot le dimanche. Alors, elle dit comment ça le dimanche? Tu te maries le dimanche? Oui, non, mais je me marie le dimanche en journée. On va faire un brunch. Elle dit mais je comprends pas, mais ça veut dire quoi? Vous avez... Non, mais c'est compliqué au niveau argent et tout ça, donc on peut pas. Non, c'est pas possible. Donc, je me rappelle, ils nous appelaient le jeudi. Jeudi. Il dit, mais tu veux dire quoi? Que ta femme elle va venir au Shavuot en robe de mariée? Il y a un truc qui cloche. Ils n'osaient pas le dire, mais en fait c'est ça, ils n'avaient pas de soirée en fait. Donc ni une ni deux, c'est un truc de fou. La femme avec son frère, on a organisé un vrai mariage. Mariage 100%. Ça veut dire, c'est un truc de fou, donc on a demandé les locaux de la Yeshiva de Bonneuil, qui nous ont prêté, et tout le monde a donné. Tout le monde a donné. Ça veut dire, il y a le DJ qui est venu, il y a les photographes. Et après, c'est devenu une sorte de phénomène. Et c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Donc, on a reçu, il y a eu peut-être 1000 personnes qui sont passées dans ce mariage. Alors, attendez, c'est un mariage qui était la veille de Shabbat Hagadol. Ou non, pardon, après Shabbat Hagadol, avant Pessah qui était jeudi. Un truc de fou. On a appelé les traiteurs, donc il y en a plein qui avaient déjà fermé leur cuisine. Et on a reçu, mais il y avait une logistique incroyable, on a reçu de tous les traiteurs de Paris. Il y avait tous les Herchérim dans ce mariage, c'est extraordinaire. Tous les Herchérim. Rabat, Beddin, Katz, tout, c'était un truc de fou. Et on a eu des témoignages, mais c'était fou ce qui s'est passé. Je me rappelle que une fille est venue, une fille qui est venue nous amener le soir, donc les gens ils venaient, elle m'amène une enveloppe pour les khatanim. Il y avait 500 € dedans. Elle me dit en fait j'étais en train de me faire soigner les dents et mon dentiste a reçu un SMS. Il m'a dit si je connaissais l'histoire. Il dit oui je connaissais. Tiens voilà tu donneras ça au truc. Ça veut dire c'est un truc de fou. Tout a été mais de A à Z. C'était un mariage incroyable et ça a passé au niveau des groupes. C'était extraordinaire. Bref donc c'est un bonhomme c'est un bonhomme qui vient du Gainam ce garçon. Je vous dis et j'ai vu moi je me rappelle son frère. La mère, elle avait, on sentait les poches dans les yeux, l'alcoolo quoi. Le père complètement d'équerre et le frère qui avait 5-6 ans de plus que lui, un jeune. Le bonhomme, il était mec comme ça, complètement, je sais pas, cocaïne ou héroïne, j'en sais rien. C'est-à-dire, donc le bonhomme, il a un contexte pas complexe, très très complexe. Ben, ce bonhomme, il a pris sa vie en main, il a réussi, et c'est un bonhomme qui va marier au Shalaïm avec son épouse, il a eu des enfants. C'est un truc incroyable, ouais. Donc, c'est-à-dire, je dis pas que c'est facile pour lui. Il remercie Lozé parce que finalement Lozé l'a sauvé, l'a extrait de ses parents, il a réussi. Mais voilà, ça veut dire que c'est jouable. Ouais. Donc ça c'est le point, on va essayer de montrer comment on peut arriver à 100%. Maintenant, dernière chose que je vais vous citer, l'aspect fugace du bonheur. Alors, je vous amène ici une citation de Amy Bloom, The Rap of Happiness, qui dit la chose suivante. Le bonheur est comme la beauté. Une partie de sa gloire réside dans son caractère éphémère. C'est souvent profond mais bref. Comme l'aurait dit Frost. Ouais, regardez une table de famille, une réunion de famille, magnifique, une fête. Et puis on est dans un nirvana incroyable, et puis d'un coup il y a une petite réflexion, un petit pic à droite à gauche, et boum, tout retombe. C'est bref, ouais. Il dit, comme l'aurait dit Frost, Frank Kermode écrivait, il semble qu'il y ait une sorte de fatalité dans la structure de la vie. Détenir le bonheur, c'est comprendre que le monde disparaît de nous, qu'il s'égrène, que les fleurs se fanent, et que ceux qui nous sont chers s'éteignent. C'est un petit peu rsebique, comme, ouais. Ça veut dire c'est le côté fugace, on dirait de la buée le bonheur, ouais, c'est complexe. Donc on va essayer de voir c'est qu'est-ce que Chazal, c'est quoi le défi de Chazal de dire Mishenichnas Adam, Marvin, Bessimcha, et on est le peuple le plus heureux du monde, on va essayer d'expliquer. Alors, grand 1, premier point fondamental à attraper. Je place les bases là, essentielles. Me dit le premier verset de la Torah que tout le monde connaît, même ceux qui sont passés par le catéchisme. Ouais. Bereshit, bara Elohim et Hashem. Le premier verset. Hashem il a créé les cieux et la terre. Shamaï vient de la racine Sham, qui veut dire là-bas. Là-bas,
c'est ce qu'on appelle l'état de nirvana. Mais ici, la terre, c'est Eretz. Eretz en hébreu vient de la racine Ratz, qui veut dire la course. Ça veut dire que la vie, c'est la course, pas que à Paris, hein, partout. Si la structure de la vie, c'est la course, ça veut dire qu'on ne peut envisager l'accès au bonheur que dans une démarche. C'est une démarche, le bonheur. C'est pas un état, c'est une démarche. C'est une dynamique qu'on met en place. Ça, c'est le premier axiome. Deuxième axiome, qui est, si vous voulez, il faut l'entendre, je l'ai entendu un de mes maîtres, peut-être que vous l'entendez, qui est dur à entendre, mais je vous le fais, c'est important. Beaucoup de gens s'imaginent, et on va faire le scoop au moins d'aujourd'hui, que l'homme est né dans le Gan Eden, il a fauté, il a été chassé. Ouais, OQTF. Obligation de quitter le territoire. Ouais, ok. En fait, c'est pas tout à fait ça. Non, OQTF d'Hachem, ça marche, ouais, c'est pas comme ici. Ouais. Mais, peut-être, regardez le verset de la Torah, moi j'invente rien, c'est marqué dans la Torah. Vaikar Hachem Elohim, Hachem il a pris, et à Adam, l'homme, Vayanechehu began Eden. Et il a placé dans le Gan Eden les Ovda ou le Shomra. Ça veut dire qu'il est né dans la périphérie du Gan Eden. Pardon. Il était dans le périph'. Puis Hachem il l'a pris et il l'a mis dans le Gan Eden. Ok? Bon. Ça c'est ce qui est marqué ici. Donc en fait, première des choses, l'homme est né à l'extérieur. Ensuite, il a été placé dans le Gan Eden. Il a fait ses bêtises. Et il est reparti. Donc retour à l'envoyeur. Maintenant, plus exactement, les maîtres font une remarque géniale, c'est qu'une fois qu'il est rentré dans le Gan Eden, c'est là qu'intervient la césure avec Rava. Donc elle, par contre, elle est winnée dans le Gan Eden. Ce qui explique pourquoi, de façon naturelle, l'être féminin a beaucoup plus de facilité de se connecter avec la spiritualité que l'être masculin. Ouais. On va faire un cours là-dessus, mais en fait, on peut faire un cours entier là-dessus, mais je vous donne l'idée. C'est qu'en fait, elle est née dans la marmite, elle est tombée dans la marmite, comme Obélisque. Donc en fait, elle a des facultés de connexion avec les hommes beaucoup plus immédiates, évidentes que les hommes qui, eux, ont besoin de s'armer de plusieurs de mitzvot dans le temps. Donc on va créer des rendez-vous avec Hachem dans le temps, les mitzvot dans le gramma. On va avoir des artifices pour parler avec Hachem, des téphilines, un talit. C'est-à-dire, on a pas mal de, on va dire, d'armure pour aborder le spirituel. L'être féminin, pour elle, c'est naturel. Ouais. Ça, c'est juste un point. Maintenant, je voulais pas m'attarder là-dessus pour parler masculin-féminin. Ce qui m'intéresse, c'est que comme il est né à l'extérieur du Gan Eden, il est rentré. Et ce qui est encore plus délicat, c'est la terminologie qui est marquée ici. Il dit le texte, Vaikar Hachem Elohim. Hachem, il a pris. Comme on prend un objet. Bizarre ça pour parler d'un homme. Il l'a pris, il l'a mis là-dedans. Mais c'est pas un objet. Le terme est extrêmement violent. Et il était d'où? Comment? Il était d'où avant? Périphérie du Gan Eden. Gan Eden, c'est le périph'. Ouais. Ta porte dauphine, mais c'est encore le périph'. Après, tu rentres dans le 16e. Ouais. Ce que c'est ce pays-là, ou alors on sait pas? Moi, je sais pas. C'est une connotation de dire en dehors du Gan Eden. Il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Il rentre dedans. Maintenant, quand il rentre, Vaikar, nous dit le texte. Il l'a pris, mais c'est pas un objet. La karat en hébreu, c'est un objet. Je peux prendre ce portable, je le déplace, je le prends. Mais je dirais pas ça sur un homme. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Donc c'est un petit peu violent. Donc ça, si vous voulez, c'est la délicatesse. Rachi, à qui rien n'échappe, va rendre compte de ce Vaikar. Et il va dire Lekaro bidvarim naim ou pitaou likanes. Je dis de tête. Lekaro, il l'a pris. Bidvarim naim, avec des paroles agréables. Ou pitaou likanes. Et il l'a séduit pour entrer au Gan Eden, au jardin d'Éden. Donc Rachi atténue la difficulté de la violence de Vaikar. Il atténue en disant que c'est pas il l'a pris au sens propre du terme, c'est au sens figuré. Comme on dit des fois en français, ah ok, tu me prends par les sentiments. Ouais, il faut pas imaginer dans une BD que le bonhomme il va prendre les sentiments, il va lui tirer avec des cordes. Non, on a compris, c'est une façon figurée de parler. Donc la Torah a utilisé le style figuré. Hachem, donc l'a pris par les sentiments, lui a fait ce qu'on appelle l'article. Il a fait la promo. Ouais, il a fait la promo. Et il l'a séduit pour qu'il rentre au Gan Eden. Ça, c'est ce qu'explique Rachi pour rendre compte de l'aspérité du texte Vaikar. Quelle est the big question posée sur Rachi? Fondamentale. Comment? Pourquoi il voulait pas rentrer?
Ben oui, Raphaël, il demande, mais je comprends pas. Depuis quand tu as besoin de convaincre quelqu'un pour rentrer au Gan Eden? Si tu veux lui vendre une pompe à chaleur, là je comprends que tu as besoin d'arguments. Moins cher que gratuit, 1 euro, ouais. Ouais. Là, je comprends, tu as besoin d'un argument, ouais. Quand tu rien à vendre, tu as besoin du marketing pour le faire. Ouais. Ou bien si tu as quelque chose d'intéressant à vendre, tu as besoin de la publicité. Mais le Gan Eden, rabotaille, 28 degrés, sable fin, cocotier, arbitrage, dilemme cornélien entre le transat ou le hamac. Ouais. Avoir rien à faire et avoir 24 heures pour le faire, ou l'éternité pour le faire, ouais. C'est-à-dire que t'as pas besoin de me prier pour ça, ouais, tout le monde en rêve. Ouais, et bon, je vous parle, je suis sûr que vous êtes déjà en train de projeter Cancun, ou, ouais. Ça veut dire, depuis quand t'as besoin de faire de la pub pour le Gan Eden? Genre du délice. C'est la grande difficulté, ok? Mais ça veut dire qu'Hachem, non seulement on n'est pas né dans le Gan Eden, mais il a fallu qu'il utilise tous ses talents de marketing, de séduction, pour qu'on pénètre le Gan Eden. Qu'est-ce que dit ici le texte? Le texte il dit un truc incroyable, terrible, affolant. C'est que le lieu du bonheur, eh bien, l'individu, l'homme, de façon structurelle, l'homme, il peut passer sa vie à la porte du bonheur sans ne jamais y rentrer. S'il n'a pas un impératif, si on ne le prend pas par les oreilles et on l'oblige à attraper son bonheur, il peut passer toute sa vie dans la périphérie du bonheur. C'est une donnée structurelle de l'homme. Il existe une paresse inhérente à l'homme, une inertie de l'être humain qui fait que s'il n'est pas obligé d'être heureux, il sera toute sa vie à l'extérieur de ça. C'est affolant ce Rashi, il est affolant. Ouais, à l'époque, quand j'avais entendu le shiur d'un de mes maîtres, il avait cité cette étude qui a été faite dans les années 60 par un gynécologue obstétricien, Goy, qui a étudié un petit peu toutes les ethnies, les religions, les groupements de personnes, comment ils gèrent la vie conjugale. C'est quoi le regard de la Torah sur la vie conjugale, de l'islam, de la chrétienté, anglican, c'est quoi les façons de faire? Comment les gens gèrent cette notion qui est tellement importante? La rencontre entre un homme et une femme, comment ça se passe? Ouais, oula. Ouais. Donc c'est ça la question qui se pose. Donc il analyse tous les systèmes. Il arrive à la conclusion, merci beaucoup, il arrive à la conclusion que, selon lui, ceux qui se donnent le plus de chances d'avoir une vie, merci, conjugale équilibrée, ce sont les juifs. La Torah propose un système qui est en tout cas le mieux. C'est jamais une garantie, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas que simplement respecter la halakhot, mais il y a aussi tout l'esprit de la halakhot, c'est toute une autre paire de manches. Mais en tout cas, on se donne le maximum de chances. Ouais. Donc ça, c'est sa conclusion. C'est un non-juif qui regarde avec honnêteté tous les systèmes et il se dit, sans aucun billet, il dit finalement c'est vachement intelligent leur système, la Torah, je veux dire l'autre petit familial, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment génial, ouais, bon. La grande question qui surgit juste après ça, maintenant que toi tu as fait ce constat, ouais, comment se fait-il que moi en tant que formateur, dans ce domaine en l'occurrence, je ne suis pas assailli par, on va dire, une demande qui vient de Pékin, de 25 millions d'étudiants qui veulent qu'on fasse un Zoom, une formation en 10 leçons, comment vivre de façon épanouie avec son épouse. Pourquoi j'ai pas eu cette demande de 25 millions de Chinois, d'étudiants qui veulent connaître les secrets du judaïsme? Après tout, à Séoul, ils ont mis dans tous les hôtels des Talmuds. Ouais. Comment se fait-il qu'on n'ait pas harassé, nous les rabbins, par des millions, pas des millions de goïms qui disent, ok, les juifs, nous, on ne va pas se convertir, on n'est pas spécialement pro-israélien, même pas trop bibi, mais vous pouvez nous donner le secret de la vie conjugale. C'est très sympa. Ouais. Cook disait qu'on a une mission d'être hors la goïm, une lumière pour les goïms. Ok, une lumière, alors on va leur montrer comment on se comporte avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos maris, ouais. On a quelque chose à dire. Pourquoi on n'est pas... C'est que, encore une fois, il n'y a pas quand même 7 milliards d'antisémites dans le monde. Ouais.
Ça veut dire, je sais qu'il y a des gens qui ont tendance LFiste. C'est-à-dire essayer, ils connaissent le résultat, il faut briser les Juifs, il faut briser Israël, il faut briser, ouais. Donc cela, c'est des mauvaises foi. Mais il y a des dizaines de millions, des centaines de millions de goïms qui ne sont pas forcément de mauvaise foi. Donc ils sont capables de regarder l'histoire, de se dire, attends, il y a un truc bizarre là chez les Juifs, pourquoi ils s'en sortent? C'est pas gênant pour eux, des gens qui sont bien équilibrés, bien dans leur peau. Mais même les Arabes israéliens, qui ont leur parnasse contre tout, mais ils veulent même pas entendre parler du Hamas. Il y en a plein comme ça. Personne qui a un petit peu lu. Donc en fait, ne me dis pas qu'il y a 7 milliards de jaloux. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Quand tu vois qu'il y a des gens qui réussissent, tu vas t'inspirer. Zuckerberg est un modèle de réussite. Steve Jobs, qui n'est pas un juif, qui est un modèle de réussite, tu t'inspires. Donc tu vois, pourquoi tu t'inspires pas? Qu'est-ce qui se passe? Réponse. C'est marqué dans ce rachis. On sait que c'est là que se trouve l'enjeu, le bonheur, mais on reste à la périphérie. C'est ça qui est marqué ici. Ouais. Donc on a une parallèle naturelle. Alors, une fois qu'on a dit ça, regardez, Rabotai. Je vais prendre plusieurs. À partir d'un commentaire du Rabbi sur la Megillah, comprendre exactement comment nous on peut aborder dans la vie une joie qui peut être une joie permanente, quelles que soient les vicissitudes de l'existence. Il y a une remarque qui est faite par le Rabbi qui est la suivante. La Megillah, vous savez, elle commence, donc c'est 10 chapitres. On va lire 10 chapitres, ça tarif à peu près une demi-heure de lecture pour celui qui est assez rapide, ouais, sinon c'est 40-45 minutes. Si en plus il y a les écrits sur Raman et tout ça, donc c'est 45 minutes. 45 minutes 2 fois, donc jeudi soir et vendredi matin pour la France. Bon, ok. Maintenant, la question qui est posée, c'est qu'en fait, si on connaissait vraiment la traduction bien, on comprenait vraiment ce qu'on dit, aucun papa ou maman au monde n'aurait permis à ses enfants d'écouter au moins les 2 premiers chapitres de la Megillah. C'est d'une indécence incroyable. On se demande comment c'est possible que ce livre puisse orner les Badi Midrashot. Le premier chapitre est axé sur l'histoire de l'ex de Assuérus. Qu'est-ce qu'on se fiche totalement de Vashti, quoi. À quoi elle sert cette femme? À quoi elle sert cette femme? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Vous savez pourquoi elle est morte? Parce que monsieur Assuérus a décidé de lui demander devant tous les généraux, les maires, les ministres, les industriels, tout ça, de venir se présenter dans la tenue de Ève avant la faute, devant tout le monde. Dans une contrée qui s'appelle la Perse, un pays qui s'appelle la Perse, traduction l'Iran, qui dit le Malbim. Depuis 2000 ans, l'Iran porte le tchador. Hein. Pas du tchador, mais c'est la façon de la dress code du monde de Perse, de Paras, c'est des gens ultra tsnouim, ultra axés sur la pudeur. T'as aucune chance, tu demandes à ta femme de faire un truc mais complètement fou. Je parle pas de Brigitte Bardot, hein, dans les années 60. Dans un film éventuellement. Je parle de il y a 2500 ans, c'est pas possible, ouais. Donc pourquoi on présente ça aux enfants? À quoi ça rime? Heureusement qu'ils comprennent rien, heureusement. Donc ça va vite, ouais. Deuxième chapitre à Botaï, un concours de beauté mondial. Dans lequel on va essayer de pécho toutes les plus belles femmes du monde, qui va durer 4 ans. 4 ans. Au bout duquel c'est Esther qui va être choisie, mais chaque candidate passait 6 mois en immersion totale, porte fermée, chez Sephora. Tu sors pas de là-bas, tu rentres là-bas, tu rentres pas pendant 6 mois. 6 mois, ils faisaient tous les maquillages, tout les trucs. Ouais. Ça rime à quoi tout ça? Ça rime à quoi tous ces détails? À tel point que la Mishnah amène 4 avis pour décréter c'est quoi la story de Purim. Qu'est-ce qu'on lit? Il y a plein de stories, ouais, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on va garder pour la postérité à lire tous les ans, 2 fois, ouais. Alors certains disent, bah écoute, l'essentiel c'est lorsque l'acteur principal arrive. À Mavdil, ouais, vous allez dans un film, si George Clooney met une demi-heure pour arriver dans le film, tu dis attends mais j'ai payé pourquoi là-haut? Donc il va voir des stars, quoi. Il va pas voir des petits joueurs là, c'est pas possible. Donc normalement l'acteur principal arrive tout de suite. Donc en fait on va commencer directement la Megillah par Ish Yehudi Ayabeshua la Biraouchmon, le 3e chapitre. On suit les 2 premiers. Il y avait un juif qui s'appelait Ishimini Ayabeshua la Biraouchmon, Mordechai Ben Yair Ben Ki. Là la star arrive, ouais, l'élément, ouais, et après on parle d'un dessert, éventuellement. D'autres vont dire, mais bon, même ça c'est des détails, c'est juste une mise en bouche. Non, ce qu'il faut dire, on va commencer la Megillah par Balaila ou Nadeda Shenat Ameler. Cette fameuse nuit, 5e chapitre de mémoire, 5e chapitre. Alors,
le roi a une insomnie. Reichen, il a une insomnie, le pauvre. Ouais. Alors, il a une insomnie, alors il ne sait plus où il est. Et d'un coup, il dit, bon, je m'ennuie, alors je vais faire du Insta. Non, il n'y avait pas Insta à l'époque, donc il regarde les chroniques. Les chroniques de son royaume. Et d'un coup, il tombe sur un événement qui s'est passé, des années auparavant, où Mordechai l'a sauvé d'un complot. Mordechai connaissait toutes les langues, et il a vu comme ça deux personnes, je sais pas, des provinces bizarres, ouais, qui étaient en train de fomenter un complot pour exterminer, pour tuer l'empereur, le roi. Il a entendu ça, il a vendu la mèche, et grâce à ça, il a encore envie, Assuérus. Donc il se dit, waouh, c'est embêtant, ça c'est un citoyen de chez nous, il n'a pas eu la Légion d'honneur. Je voulais la Légion d'honneur, donc j'ai une dette par rapport à lui. Alors maintenant, ça c'est un point essentiel, parce que le moment où on va avoir besoin de monsieur Assuérus, et pour un problème de juif, et Mordechai est juif, vous comprenez que c'est un atout de malade. Donc là, on peut commencer maintenant la Megillah. Bref, et au bout du compte, Rabbi Meir dit non, pas du tout, on commence depuis la 3e année du règne, il a fait un vaï, bimé achashverosh, couche, on commence depuis le début. Voilà. La règle comme Rabbi Meir. Demande le Rabbi, mais à quoi ça rime? À quoi ça rime? Élément de réponse, fondamental. Nous vivons des vies qui sont pas des vies longs fleuves tranquilles. Il y a des événements heureux, il y a des événements complexes. Il y a des moments de tracas, il y a des moments d'angoisse, il y a des moments de tannée, il y a plein de choses. Ouais. Ça c'est la vie. C'est la vie d'un individu. Et la vie de la Megillah est aussi une vie complexe avec des intrigues à droite à gauche. Prenons par exemple, voilà, monsieur Assuérus fait son intronisation au bout de 3 ans. Pourquoi 3 ans? Le 24 janvier, Trump, il a tout synchronisé, il n'y a pas besoin. Il gagne les élections, il dit après 3 ans. 3 ans, en fait, comme c'était un roi qui était un usurpateur, c'est-à-dire en fait, il n'avait pas du sang bleu, donc il a dû d'abord éliminer pendant 3 ans tous ses concurrents. Bah oui. Comme Saddam Hussein. Un jour, son gendre, il s'est un peu opposé à lui, bah, direct, ouais. Donc ça se faisait comme ça à cette époque, ouais. Donc il a assis son règne au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, il fait un énorme michté. Il tue son épouse. Ouais, Vashti. Imaginez un juif de l'époque qui rentre au Beth Midrash. Hé hey, les copains, vous savez, la choule, ouais. Vous savez ce qui s'est passé là? Une sorte de ouf, à Suse, à la capitale. Il s'est vénère sur sa femme, il lui a coupé la tête, ouais. Et les mecs ils lui disent, hé hey, Mandy, là, qu'est-ce que tu me prends la tête avec tes histoires de. On s'en fiche totalement. Qu'est-ce qu'on fiche? Qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Il dit, moi, c'est pas Paris Match ici, le Beth Midrash. C'est pas Closer Magazine, là, vous vous goûtez, là. Ça vous intéresse pas, ok, bon. Le même Mandy, il revient 4 ans après, et les mecs, c'est quoi? Concours de beauté, finalement, quelqu'un a été élu. Encore une fois, Mandy, non, là c'est important les copains, vous avez compris. C'est une catastrophe. C'est Tcharbub là maintenant. C'est une de chez nous. C'est une de chez nous qui va être l'objet de. C'est pas que. Oh, ah, quelle horreur. Ça c'est au bout de 4 ans. Ouais. Donc 3 ans, il accède. Au bout de 7 ans, c'est Esther qui vient. Maintenant, dès qu'il y a l'examination, c'est dans combien de temps? Au bout de 12 ans. Ouais. Donc en fait, on va attendre encore 6 ans avant qu'en fait, tout ce qui s'est passé là, la mort de Vashti, on commence à prendre un petit peu conscience que Kadjbourg est en train de tirer les ficelles, mais ça prend du temps. Ça c'est un des messages fondamentaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un détail de la Megillah qui peut être ôté, parce qu'en fait la Megillah c'est comme un puzzle. Tu sais quand on ramasse les puzzles, moi c'est Shabbat, ouais. Alors si c'est madame qui le ramasse, elle trouve une pièce, elle va essayer de trouver partout dans quel puzzle on va le mettre. Ouais. Si c'est monsieur qui le ramasse, regarde si sa femme ne le regarde pas, il le jette à la poubelle et donc du coup après on se retrouve avec des puzzles où il manque 1 ou 2 pièces. 1 ou 2 pièces, ouais, il vaut plus rien. Alors, la Megillah est en train de te dire, tu sais quoi, tu passes parfois dans la vie dans des moments qui sont des moments dans lesquels tu dis mais c'était pas la peine de passer par ça. Pourquoi je passe par ce délire là? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour passer par ça, pour rencontrer telle personne, pour me planter dans telle et telle affaire? Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu se traduit chez nous par ça a l'air que le bon Dieu m'en veut. Ça a l'air qu'en fait il nous aime pas. La Megillah est là pour te dire, regarde, prends un tout petit peu de recul. Mais peut-être que tu vas comprendre que exactement le point le plus délicat par lequel tu es passé, c'est celui qui sera la pierre de l'édifice que tu vas créer dans ton existence. Ça, c'est le message fondamental de on lit. Il n'y a pas un détail qui doit échapper à la Megillah. Et si tu prends chacun des détails, tu vas comprendre comment il s'insère de façon incroyable dans une stratégie. Alors, je trouve que c'est une stratégie à long terme, ou bien à moyen terme. Chez Hachem, c'est tu réalises au bout de 10 ans, 12 ans. Donc tu comprends rien, tu es dans le flou.
Mais une chose, tu peux t'armer, c'est d'aucune façon, Akadosh Baruch Hu me veut du mal. Et même si je fais des incartades à droite à gauche, d'aucune façon Akadosh Baruch Hu a envie de me faire payer. Et qu'on le veuille ou pas, on a tous, nous les juifs, de façon inconsciente, un réflexe que quand ça va pas, c'est qu'il a envie de me tirer les oreilles. C'est un réflexe qu'on a appris au catéchisme. Ou bien dans notre imbibation, parce que c'est dit comme ça, on est imbibé du monde pseudo-judéo-chrétien. Mais il y a une constante fondamentale qui s'appelle que Baruch Hu, il nous adore. Et lorsqu'on dit les 13 midot de Rachamim, les 13 midot, les 13 traits de caractère de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, ça commence par quoi? Il y en a 13. Ça commence par Hachem, Hachem, Kel Rachou Vechanoun. Si tu dis Hachem, Hachem, c'est pas 13, c'est 12. Parce qu'Hachem c'est le même, Amonai, Amonai. C'est pas Amonai Elohim, c'est Amonai, Amonai. Dit Rashi, il y a Amonai avant la faute et Amonai après la faute. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas bougé d'un iota avec moi après la faute. Mieux que ça, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero écrit dans le Tomar Devora que Akadosh Baruch Hu, il est doté d'un rachamim incroyable. Il dit parce qu'en fait, quand un individu s'apprête à fauter, tu t'apprêtes à dégainer un lachon hara, ouais. Maintenant, pour pouvoir le dégainer, il faut que les zygomatiques ils fonctionnent, que ta tête elle fonctionne. Tout ça là, qui te fait fonctionner tout ça? Tu crois que tu es en roue libre? Tu vois qu'en fait, tu as un contrat de renouvellement de bail permanent par Hachem? Pas du tout. À chaque instant, il te renouvelle le bail. Donc Hachem est en train de te renouveler le bail de tes zygomatiques, de tes idées, de ton sens de l'humour, de ton tact, au moment où tu es en train de faire quelque chose qui est grave. Tu dis une saleté sur l'autre, même si elle est vraie. C'est grave. Et Hachem, il t'alimente encore. Vous imaginez un petit peu le délire. Ouais. Tu donnes pas à un enfant de l'argent pour s'acheter des joints quand même, c'est pas possible. Il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Bah, Hachem, il donne, il continue. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, avec Akadosh Baruch Hu, il y a une constante d'amour permanent. Maintenant, si tu t'armes de cette prise de conscience, alors déjà, on ne comprend pas mieux notre présent, qui parfois est insupportable, mais je sais que je suis dans ses bras. Ouais. Regardez de façon assez incroyable, de façon concomitante, terrible. Ouais. Au moment où on a récupéré les corps des Bibas, au moment où on a récupéré, regardez ce qui s'est passé comme miracle incroyable à Ashkelon. C'est un truc, ça aurait pu faire un carnage pas possible. Ils ont juste trompé entre 9h et 21h. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, ouais. Mais il y a une halakha, vous savez qu'il y a une halakha lorsqu'on enterre un martyr, toi et nous, on doit l'enterrer avec ses habits. Vraiment, l'enterrement se fait dépouiller. Mais là, on l'enterre avec les habits. Vous savez pourquoi? Et même les habits immaculés de sang. Pour montrer à Kadosh Baruch Hu, regarde comment on a souffert Hachem, et donc tu dois nous amener la Rachamim. On ne sait pas, les Kreshbon d'Akadosh Baruch Hu, comment les habits, peut-être, des Libas, ont permis d'échapper à. On ne sait pas, on ne connaît pas. Personne n'a les grilles de lecture, et personne n'a le droit de dire ceci, explique cela. Mais j'ai le droit de continuer à me sentir dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, quel que soit l'événement qui se passe. Ça, si vous voulez, c'est la lecture complètement incroyable que la Megillah nous impose. La Megillah t'oblige à lire des détails qui sembleraient être des détails de l'adolescence impossible, parce que chacun va contribuer à cette trame générale de l'existence du peuple juif. Ça, c'est le message fondamental du Rabbi. J'ai écouté une histoire de Rav Ashkenazi cette semaine qui m'a vraiment frappé. Même ordre d'idée, un petit peu la même ordre d'idée. Et l'idée, en fait, le TP qu'on peut nous mettre en place dans notre existence, c'est quoi? C'est de réfléchir cette semaine, quel est l'événement qui a été le plus une tannée pour moi. Chaque semaine, on a chacun, on rencontre, il y en a que chaque jour, mais il y a un moment qui est hyper compliqué. Ouais. Résistance à ça, ouais. Un moment complexe, ouais. Puis tu te dis, mais pétard, j'aurais préféré ne pas me relever aujourd'hui, c'est insupportable, ouais. Ça vaut pas le coup de se lever pour. Ouais. C'est un truc qui te met les nerfs, dans lequel tu dis, tu as vraiment l'impression que Hachem, il te met des bâtons dans les roues. Ouais. Ben, prends cet événement, collectionne-le, et. Enfin, mets-le dans un cadre et essaie de réfléchir qu'est-ce que cet événement va au bout du compte te faire. Je vous donne une histoire assez incroyable qui s'est passée. Ça se passe en 1939, en Russie, plutôt dans les années 40, excusez-moi, en Russie, dans une ville, je ne sais plus laquelle, dans laquelle il y a donc une famille juive avec un nourrisson et deux filles. Une fille de 7 ans et une fille de 5 ans. Ok? Une s'appelle Tova, l'autre s'appelle Mina. Des juifs orthodoxes de Russie, et puis ils sentent que ça se passe très mal. L'armée rouge
et alors, le père déjà est parti en Sibérie. A priori, il ne reviendra pas comme... c'est que à part la Shoah juive, il y a eu 50 millions de morts. Ouais, dans la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions. C'est un truc de fou ce qui s'est passé. Donc maintenant, le père est parti à l'armée. A priori, il ne reviendra pas. La femme reste seule et elle sent que ça commence à chauffer en Russie. Ouais, les SS commencent à vouloir avoir des trucs. Donc en fait, ça se passe très mal. Elle décide de prendre un train depuis la Russie jusqu'à Tachkent. C'est en Ouzbékistan. Très 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 long train. Elle prend donc avec ses enfants. Elle dit là-bas, il y a une communauté encore orthodoxe, Chabad, là-bas où elle pourra peut-être être accueillie. Parce que seule ici, c'est trop dangereux. Elle prend le train et dans le train, ouais, il y a à la fois un danger des SS qui montent, elle ne sait pas quoi faire. La pauvre, elle se met dans un coin avec ses 2 enfants et son petit nourrisson. Et c'est des jours de train, ouais. La malheureuse, son fils n'arrive pas à tenir, elle n'ose pas quitter les enfants pour aller les nourrir parce que sinon on peut les prendre. Bref, son fils, le nourrisson meurt de faim. Elle-même, elle périt de la fatigue. Il ne reste plus que les 2 enfants. Enfin, une de 7 ans, une de 5 ans. Voilà. Maintenant, il loupe le train parce qu'il ne sait pas où il devait aller, Tachkent. Donc ils arrivent au bout du train, ça veut dire 600 km après. Après Tachkent, ouais. Donc, la fin du monde, il arrive à la fin du monde. Deux petites orphelines. Elles sortent de la gare, elles débarquent dans le truc. Des personnes gentilles les voient, les mettent directement dans un orphelinat. Il y avait des orphelinats. Donc elles vivent là-bas pendant 5 ans, pendant la guerre, 39-45. 40-45, pardon, 40-45. À la fin de la guerre, le directeur de l'orphelinat vient et s'adresse à tous les enfants. Il leur dit, voilà, écoutez, vous avez été mis ici parce que vos parents sont certainement partis, n'ont pas pu se garder de vous. Mon but n'est pas de vous garder, vous n'êtes pas mes enfants. Donc peut-être qu'il serait temps que vous retourniez chez eux. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour que vous puissiez les retrouver, parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées, ils sont peut-être morts, je ne sais pas, mais s'ils sont encore vivants, ça vaut le coup d'essayer quelque chose. Je vous demande juste, je vais expliquer ce qui s'est passé dans cet orphelinat, et on va essayer d'envoyer une lettre à votre adresse. Si vos parents sont revenus de la guerre, sont là et tout, peut-être qu'ils viendront vous chercher, on ne sait jamais. Vous imaginez un petit peu la probabilité. Donc maintenant, j'ai besoin d'une adresse. Maintenant, la fille, Mina, elle se rappelait son adresse, mais elle sait que ça sert à rien parce que son père n'est pas revenu de guerre, et sa mère, elle sait qu'elle est morte, donc en fait, envoyer une adresse là-bas, ça sert à rien. Et là, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a pris Hachem, et elle a dit, Hachem, il faut que tu me donnes une idée. Je veux donner une adresse, hein, quelque chose. Et là, de quoi elle se rappelle que le Pessar d'avant que sa mère prenne le train, sa mère avait l'habitude d'envoyer à Leningrad, chez sa sœur, de l'huile qu'elle tirait des oies. Avant Pessar, un mois avant Pessar, elle envoyait un paquet donc de l'huile un petit peu, de la gélatine. La graisse d'oie, de la graisse d'oie, parce qu'en fait, comme Pessar arrivait et qu'il faisait hyper attention au niveau cache-route, donc il fallait surtout que ce soit de l'huile qui soit totalement cachée à les Pessar. Ouais. Donc elle s'occupait de la fournir, donc elle a envoyé par la poste un paquet là-bas. Et elle se rappelle qu'ils sont allés à la poste avec elle, et puis, comme d'habitude, ça se passait très bien, donc ils arrivaient, ils mettaient un colis, et puis ça a été envoyé. Puis d'un coup, ils tombent sur un pourriture. Il a vu que c'était des filles juives, des filles orthodoxes. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à résister. Ah non, pourquoi tout petit? Mais c'est dégueulasse votre truc, ça va tout, ça va. Mais hors de question là, il faut des raisons. Enfin monsieur, chaque année on vient, ah mais c'est pas comme ça maintenant, vous avez compris, il y a des problèmes, après ça, lui là, mais une tannée quoi. Bon, il dit, mais trouvez une solution. Je dis, ok, alors la seule solution c'est que vous ameniez plusieurs trucs, on fait un gros carton, pas un petit carton. Donc la mère elle dit à sa fille, bon tu sais quoi, tu vas rester ici, je vais essayer d'amener d'autres cartons, comme ça on remplit, ben, ils auront une grosse cargaison. C'était la conduite, impossible de faire autrement. Maintenant la fille, elle reste 3 heures à la poste. Ouais. Baruch Hashem, elle n'y a pas de portable à l'époque. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant 3 heures, une fille qui se trouve à la poste? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à regarder l'adresse de Leningrad. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, une centaine de fois. Ouais. Donc d'un coup, il vient un flash de l'adresse de sa tante, Madame Raskin, c'est une des grandes familles Chabad, qui se trouvait à Leningrad. Donc elle se rappelle de cette rue, elle met cette adresse maintenant. La lettre arrive. Arrive où? Dans la maison des Raskin de l'époque. Parce qu'entre-temps, ils ont déménagé, vous comprenez bien, il y a eu des bombardements un peu partout. Bon. Donc ça veut dire que c'est une lettre, elle a envoyé en tout cas à la poste. Enfin, dans la mer, quoi, c'est une bouteille à la mer. Bon. Maintenant, un des cousins à elle,
qui rentre de l'école ou du Beth Midrash, machinalement, au lieu d'aller dans la nouvelle adresse, il va dans l'ancienne. Ça arrive quand tu es préparé tes pensées, tes pas te mènent au réflexe d'avant. Il arrive là-bas, il n'y a plus rien, c'est complètement désaffecté. Et il dit, bon, si j'y suis là, pourquoi, tant que j'y suis, je vais voir ce qui se passe dans la boîte aux lettres. Il ouvre la boîte aux lettres, il voit cette lettre. Dans cette lettre, adressée, le père donc, a récupéré ça, il a fait 5000 km. Il est allé récupérer ses 2 filles. Et ces 2 filles ont fondé 2 dynasties à Kfar Chabad, qui sont les 2 plus grandes familles Chabad de Kfar Chabad. Maintenant, c'est l'histoire de quoi? D'un moment d'énervement avec une pourriture d'employés de la poste qui t'a bloqué. C'est complètement fou. Ça, c'est la Megillah. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire, cette histoire, tu dis, mais c'est insupportable. C'est un antisémite. Oui, mais Hachem, des fois, utilise des antisémites pour tisser sa toile un petit peu ce que l'on peut attraper. Je n'ai pas le temps de tout finir. Voilà, un des points essentiels au niveau de la joie. Quand tu es capable de regarder exactement chaque chose qui se passe et comprendre qu'il y aura certainement un calcul par rapport à Hachem, alors là, tu peux vraiment envisager une joie en permanence. Les personnes qui ont cette amélioration rapidement construit les attachements. Pour lui, sa mère.